Rencontre africaine, l'entretien. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Vous écoutez Fédéria FM et c'est la rencontre africaine. Cette fois-ci, dans cette rencontre africaine, nous allons aborder un sujet d'actualité. Il concerne la crise au Congo, cette crise en Ituri et au Nord Kivu qui dure depuis maintenant un moment. Et pour parler sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir en direct avec moi sur Fédéria FM Eric Wilson Fofak, spécialiste des questions africaines. Bonjour à vous, Eric Wilson Fofak. Oui, bonjour monsieur. Alors, je le disais, cette rencontre d'aujourd'hui sera dédiée, consacrée à ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo. Alors, on va commencer avec cette question. Quelle est l'origine de cette crise en Ituri et en Nord Kivu, monsieur Fofak? Alors, parler de l'origine de la crise en Ituri, au Sud Kivu et au Nord Kivu, pour le dire de façon globalement, c'est assez complexe, parce que justement, c'est une crise qui est liée également à l'histoire post-guerre froide, ou tout au moins post-indépendance de la RDC, anciennement République démocratique du Congo, anciennement appelée Zaïre. Mais toujours est-il qu'à la fin de la guerre froide, au début des années 90, on va observer une sorte de conflagration, n'est-ce pas, dans ce pays, ponctué par des crises à répétition qui ont débouché sur le départ de Mobutu. Et depuis lors, les autres présidents qui ont succédé, notamment Kabila père et Kabila fils et actuellement Tshisekedi, alors n'ont jamais pu ramener la paix dans ce pays. Et de façon globale aussi, il faut dire que l'origine de cette crise ou de ce conflit interminable peut être rattachée aussi aux ressources, n'est-ce pas, oui. Minières, aux ressources du sol et du sous-sol que regorge ce pays et principalement cette partie est, n'est-ce pas, du Congo, et qui attise donc les appétits non seulement d'un certain nombre de puissances étrangères, mais aussi de certains pays africains et même de certains fils congolais qui croient donc y entretenir une conflictualité permanente pour empêcher l'État d'y établir une autorité afin de mieux exploiter indéfiniment et impunément. Alors, monsieur Fofak, la réflexion se poursuit sur l'avenir de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. 3 jours après son lancement par le président Félix Tshisekedi, la table ronde, c'est un concept lancé par le président congolais, c'est un dialogue national sur l'évaluation de l'état de siège. Il a pris fin, cette table ronde a pris fin mercredi dernier, 16 août. Un rapport a été transmis au président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, la situation reste toujours tendue au Congo? La situation reste tendue au Congo et principalement au nord et au sud Kivu pour un certain nombre de raisons. Il y a que c'est une région qui a vu émerger ou qui a vu naître un certain nombre de groupes rebelles. C'est l'une des régions, et pardonnez-moi l'expression, la plus riche en groupes armés, n'est-ce pas, sur le continent. Et cela est d'autant plus vrai que ces groupes armés se battent les uns contre les autres et parfois on observe des coalitions de ces groupes armés contre l'État central. Donc une telle conférence avait pour objet, n'est-ce pas, d'avoir une réflexion, ou de tout au moins de faire une réflexion profonde sur la permanence conflictuelle dans cette partie du Congo. Et de mon point de vue, l'objectif était justement de permettre à toutes les parties et à tous ceux qui pourraient apporter leur aide, n'est-ce pas, à la résolution de cette crise. Et donc, c'est une table ronde qui arrive à point nommé, mais sauf que il va falloir attendre, n'est-ce pas, pour en savoir davantage sur la stratégie gouvernementale, n'est-ce pas, pour appliquer un certain nombre de propositions ou des résolutions qui sont sorties de cette conférence. Donc c'est un problème qui préoccupe énormément l'État congolais. Oui, aussi bien l'État congolais que l'ensemble des pays de la sous-région et l'organisation sous-régionale d'ailleurs, et même l'ensemble de la communauté internationale, au premier rang desquels l'Organisation des Nations Unies, vous qui parlez a du 43e sommet de la SADC. Oui, vous parlez du 43e sommet de la SADC qui s'était tenu en Angola. Et justement, il y a eu une cérémonie de passation de la présidence tournante. Le président congolais, Félix Tshisekedi, était président de cette communauté. Cette fois-ci, la présidence revient au président angolais, Joao Lourenço. Alors, au moment où il était président de cette communauté, est-ce que les questions concernant le Congo ont été abordées?
Alors, il faut déjà comprendre que dans un contexte, qui peut le plus peut le moins. Hein. La présidence de Tshisekedi à la tête de cette organisation sous-régionale avait suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup avaient pensé qu'il allait profiter de cette posture-là, n'est-ce pas, pour mieux adresser les problèmes du Congo et principalement de l'Est du Congo. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, ça n'a pas été le cas en termes d'efficacité parce qu'il faut pas il faut quand même pas l'ignorer. Il a initié un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, en tant que président de l'organisation sous-régionale. Malheureusement, ces actions ne pouvaient porter des fruits que si elles étaient accompagnées, n'est-ce pas, par les efforts des uns et des autres, notamment la disponibilité ou tout au moins la sincérité des parties prenantes sur le terrain, notamment les soutiens extérieurs des groupes armés et les leaders également de ces groupes armés à l'intérieur du Congo et l'ensemble des experts de la sous-région. À lui seul, en tant que président de la commission sous-régionale ou de l'organisation sous-régionale, il ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai dit à l'entendre de mon propos que qui peut le plus peut le moins. Et on peut donc constater qu'au moment où il remet le flambeau, n'est-ce pas, au président angolais, c'est pour ça que je vous pose cette question. Aucun Congo, résultat concret sur le terrain. Oui, Eric Wilson Fofack. Oui, c'est ce que je veux dire. Au moment où il remet le flambeau au président Joao Lorenzo, la situation reste intacte. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs cette table ronde qui vient de s'achever. Et il nous dit que les résolutions qui ont été adoptées, ou tout au moins les conclusions de cette rencontre, vont devoir connaître un certain nombre de difficultés en termes d'application au regard de la configuration de la classe politique congolaise aujourd'hui qui est beaucoup plus préoccupée par les élections à venir plutôt que par les questions de paix et de sécurité sur son territoire. À cela s'ajoute le départ annoncé, n'est-ce pas, de la MONUSCO, cette mission onusienne dite de paix, hein. Le départ programmé fin décembre. Si finalement cette mission s'achève et que l'ONU s'en va, et je n'y crois pas d'ailleurs, ça va être davantage assez difficile, n'est-ce pas, pour le peuple congolais et notamment les populations du Nord et du Sud Kivu. Mais qu'est-ce qu'elle a apporté, cette mission, Eric Wilson Fofack, cette mission onusienne, la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle a apporté réellement sur le terrain? Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que généralement, le jugement qui est porté sur l'efficacité des missions de paix de l'ONU, ces jugements sont portés par des personnes qui résident soit à la capitale, soit dans des capitales occidentales et qui n'ont pas une véritable emprise sur le terrain. Parce qu'il faut bien se le dire, la présence de la MONUSCO à l'est du Congo n'a certes pas apporté des solutions sur le plan global, telles que souhaitées au départ, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de vies ont été sauvées, un certain nombre de problèmes ont été résolus sur le terrain, n'est-ce pas, par cette mission. Parce que dites-vous bien, l'État congolais ou tout au moins l'armée congolaise ou les forces de défense et de sécurité congolaises ne sont pas toujours présentes sur l'ensemble de l'étendue du territoire congolais. Et il y a des zones, il y a des régions entières, notamment dans cette partie de l'Est, notamment le Nord et Sud Kivu, où les populations n'ont de répit que grâce à la présence de quelques soldats onusiens. Et ceux-ci sont très souvent accusés d'une certaine inaction ou d'une certaine inactivité par des hommes politiques et autres. Pourtant, les populations sur le terrain ressentent véritablement, n'est-ce pas, la présence. On peut regretter que à certains endroits, certains massacres se fassent à la barbe, n'est-ce pas, des soldats onusiens, mais globalement, de mon point de vue, je pense qu'il faut faire un distinguo entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Et pour moi, le positif réside dans le fait que c'est une présence qui a pu sauver un certain nombre de vies, parce que lorsqu'on observe l'attitude des uns et des autres, notamment des groupes armés sur le terrain, on a l'impression que leur logique consiste justement à débarrasser toute cette région de toute présence humaine civile, n'est-ce pas, oui, pour contrôler l'exploitation des ressources. Et de mon point de vue, la présence de quelques soldats onusiens apparaît souvent comme suffisamment dissuasive, bien qu'elle ne soit pas efficace dans le sens de mettre un terme de façon absolue, n'est-ce pas, à l'insécurité dans cette région. Donc, pour ma part, les progrès, il y en a eu, même s'ils ne sont pas à la dimension de ce qui aurait pu être attendu. Et observer également que, généralement, cela est valable pour le Congo comme pour un certain nombre de pays. Oui, par exemple le Mali avec la MINUSMA.
le départ de la MINUSMA Voilà. du Mali, oui. Sur cette question, Eric Wilson Fofac, là je ne suis pas d'accord avec vous. L'armée malienne, par exemple, les FAMA mènent une lutte antiterroriste remarquable avec des résultats concrets sur le terrain. Donc on peut dire que les FAMA peuvent remplacer la MINUSMA qui est au Mali depuis 2010, je ne dis pas de bêtises, 2010, et alors que aucun résultat concret n'a été démontré sur le terrain. Mais revenons au Congo, est-ce que selon vous, l'armée congolaise peut mener cette lutte à la place de la MONUSCO? Est-ce que l'armée congolaise peut remplacer la MONUSCO? Alors, il faut d'abord commencer par les préalables. Il faut dire que généralement, l'ONU est sollicitée. Et je ne me pose pas ici en défenseur des forces onusiennes, mais la vérité, c'est quoi? C'est que généralement, l'ONU est sollicitée lorsqu'on a une défaillance sécuritaire sur le terrain. Lorsque l'État en lui-même est défaillant, il n'arrive pas à assurer la sécurité des populations. Donc, il faut partir de ce principe-là. L'ONU ne s'invite pas dans un conflit parce qu'elle le veut. Généralement, c'est avec l'accord des différentes parties et parce que l'État a été défaillant sur le terrain. Cela dit, il y a donc, s'agissant du cas du Congo, les défaillances ou tout au moins un certain nombre de manquements de la part des forces de défense congolaises, n'est-ce pas, quant à la capacité à assurer la sécurité des populations sur le terrain sont avérées. C'est une armée qui souffre d'un certain nombre de limites du point de vue de la formation, du point de vue de l'équipement, du point de vue même de la motivation. Alors, de mon point de vue, si toutes ces limites sont jugulées, si on arrive à doter cette armée d'une capacité d'action et d'une capacité de feu réelle, elle peut valablement remplacer les forces onusiennes et ramener la paix à l'est du Congo. Et tant que cela n'est pas fait, tant que l'armée n'est pas suffisamment en capacité, il y aura toujours des défaillances et on arrivera toujours à un moment où il faut faire appel aux forces onusiennes. Donc pour moi, c'est un procès qu'il faut absolument bien observer ou tout au moins bien scruter pour comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. Et à cela, j'ai envie de dire, il faut prendre en compte aussi la réelle volonté ou tout au moins la sincérité des politiques ou tout au moins des gouvernements. Parce que très souvent, un certain nombre de critiques sont formulées à l'encontre des forces onusiennes à l'approche des élections. Vous allez bien l'observer, c'est très souvent à l'approche d'une élection capitale, n'est-ce pas, que le problème de la présence ou tout au moins de l'utilité des forces onusiennes. Par exemple, au Mali, la MINUSMA est au Mali depuis le 25 avril 2013. Et là, c'est vrai que le Mali se dirige vers des élections présidentielles, se dirige maintenant vers un retour à l'ordre constitutionnel. C'est vrai que cette mission dérange maintenant, oui. Pour le cas malien, il y a des nuances à apporter. Pour le cas malien, il y a des nuances dans le sens où seule l'ONU, et il n'y a pas que l'ONU, ne l'oubliez pas, moi j'étais à Bamako il y a quelque temps, j'ai pu observer justement qu'il n'y a pas que des forces onusiennes sur le terrain malien. Il y a des forces européennes avant le départ des forces françaises. Elles étaient bien là. Donc l'ONU n'agit pas seule. Ça veut dire que s'il faut faire un procès aux forces onusiennes, il faut faire également un procès à l'ensemble des forces présentes sur le territoire malien. Et ramener à la situation du Congo, il faut dire que c'est pratiquement le même tableau. Et si les Maliens aujourd'hui montrent plus de motivation à ramener la paix dans leur pays, on ne peut pas en dire davantage, n'est-ce pas, pour les Congolais qui sont beaucoup plus préoccupés par des questions politiques, politiciennes, par des questions électorales, n'est-ce pas, que toute autre chose. Et donc, il faut également noter que certains sont beaucoup plus mus par la part du gain, notamment du point de vue de l'exploitation des ressources du sol congolais. Et c'est ça qui rend la situation congolaise beaucoup plus complexe parce que il est difficile, n'est-ce pas, au niveau du Congo, d'avoir des forces politiques, des forces sécuritaires ou tout au moins des acteurs, de mon point de vue, suffisamment sincères, suffisamment patriotes. Eric Wilson Fofac, on doit rendre l'antenne et on termine avec cette question. Êtes-vous optimiste concernant le devenir de la politique congolaise et cette question, justement, cette crise, est-ce qu'une solution va voir le jour? Bien sûr que je suis optimiste. Je suis optimiste, comme on dit, s'il n'y a pas d'espoir, il faut cesser de vivre. Je suis optimiste sur le cas congolais. Mais cet optimisme tient de ce que il faudra justement que les forces politiques ou les forces vives congolaises arrivent justement à prendre conscience de ce que personne d'autre ne viendra construire leur pays en leur place. Personne d'autre ne ramènera la paix au Congo en lieu et place des Congolais. Donc il revient aux Congolais de s'asseoir et de parler de manière sincère et de trouver des bonnes solutions à la situation sécuritaire qui prévaut depuis des décennies. Merci à vous, cher Eric Wilson Fofac, d'avoir répondu à mes questions. Je tiens à rappeler que vous êtes spécialiste des questions africaines. Merci.
Et bonne journée à vous. Merci. Chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission, cette rencontre africaine. Vous pouvez la réécouter sur nos réseaux sociaux, sur notre site web www.africafm.com. Merci et je vous dis à la prochaine. Et la solution en Afrique ne peut être qu'africaine.